Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter à mi-parcours de là où l'on en est, de notre objectif qu'on s'était fixé il y a 1 an et demi, d'atteindre 100 000 € en 3 ans. Donc je vous détaillerai tout ça un petit peu plus tard. Je tiens à commencer la vidéo en faisant un petit disclaimer par rapport au fait que cette vidéo va parler d'argent, que parfois ça parlera de grosses sommes. Et je sais que l'argent est un sujet sensible. On n'est pas tous dans les mêmes situations par rapport à l'argent. Parfois ça peut être très douloureux pour nous d'en entendre parler. Certaines situations ont un grand potentiel d'amélioration, parfois ce n'est pas le cas et dans ce cas-là ça peut vraiment être difficile. Donc je comprends tout à fait si vous n'êtes pas à l'aise avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur une autre de mes vidéos si ce sujet vous fait souffrir, vraiment c'est important. Le but de ma vidéo n'est pas de blesser qui que ce soit, n'est pas qu'on se compare à moi, n'est pas de me vanter ou quoi que ce soit. C'est simplement de partager mon expérience et de partager là où j'en suis actuellement. Sur ma chaîne, vous trouverez plein de budgets qui ne parlent pas du mien. Il y a plein de mes abonnés qui ont partagé leur budget avec nous et le but justement c'est de pouvoir parler librement d'argent, de voir comment font les autres, de voir ce que l'on peut en tirer. Peut-être que parfois on ne peut rien en tirer du tout, mais ça n'empêche pas que c'est intéressant de partager son expérience. Chaque année, je fais une petite prévision de notre budget en fonction de ce que l'on prévoit de gagner, ce que l'on prévoit de dépenser, pour pouvoir mieux adapter notre épargne, etc. et faire un petit débrief en fin d'année ensuite et voir combien on a épargné. Et en début 2022, on a eu pour la première fois une somme vraiment importante, très importante qui s'en est dégagée. On s'était mis des estimations de revenus à 1 500 € net après impôt pour moi, puisque mes revenus finalement sont assez variables et c'est difficile de savoir à l'avance combien je vais gagner, puisque pour ceux qui ne savent pas exactement comment je gagne ma vie, c'est par rapport à mes réseaux sociaux, à ce que je poste sur YouTube, sur Instagram, etc. J'ai prévu de faire un épisode de podcast sur le sujet d'ailleurs. Et pour mon conjoint, lui c'est plus facile à prévoir puisqu'il est salarié, même s'il peut toujours y avoir des imprévus dans la vie, mais parfois voilà, la probabilité est plus élevée. On avait prévu pour lui 2 000 € par mois pour l'année. Et au niveau de nos dépenses cumulées, à ce moment-là, ça allait atteindre 800 € par mois pour notre couple. Donc là, quand on parle de chiffres mensuels, etc., on se dit bon bah oui, il y a bien quelque chose qui en reste, mais on sait pas exactement combien. Quand on fait vraiment les calculs et qu'on regarde sur l'année, ça nous donnait 33 000 € à peu près d'épargne sur l'année, et ça devenait un chiffre assez symbolique puisque 33 000 x 3, ça fait presque 100 000 €. Donc pour la première fois, on avait un potentiel d'épargne de 100 000 € en 3 ans. On s'est donc fixé cet objectif. Et donc la somme nous paraît à ce moment-là absolument colossale, en tout cas pour nous elle l'est, et par rapport à nos revenus, ils sont bien que très corrects, ils sont finalement pas très éloignés de la médiane. Donc c'est à peu près à un stade où 50% des gens gagnent moins, 50% des gens gagnent plus. On était un peu au-dessus de la médiane quand même à ce moment-là, mais pas non plus dans la classe aisée. Mais pour autant, la somme que l'on épargnait par an, ou que l'on prévoyait d'épargner en tout cas, ça nous plaçait dans les 20% des Français qui épargnent le plus, donc clairement dans des revenus qui sont bien au-dessus des nôtres, grâce au fait qu'on vivait bien en dessous de nos moyens. Et donc on s'est placé cet objectif d'épargne, atteindre 100 000 € en 3 ans, de les répartir dans différents livrets, éventuellement de diversifier un petit peu aussi. Et je vais parler un petit peu du pourquoi. Comme je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, avec mon conjoint on est plutôt frugaliste. On n'est pas dans la définition absolue du frugalisme, on n'est pas dans le mouvement FIRE à tout prix. Le mouvement FIRE c'est le fait de vouloir devenir indépendant financièrement, enfin vraiment de pouvoir être retraité le plus tôt possible, si on peut appeler ça retraite, donc de ne plus travailler bien avant l'âge de la retraite fixé, etc. Nous c'est pas forcément ça, mais c'est vrai que dans notre objectif financier, il y a quand même le fait de pouvoir travailler moins à un moment donné. Laissez-moi expliquer un petit peu sur ces points-là. On aimerait acheter déjà une belle maison. À un moment, on voudrait avoir une maison sympa, avec un terrain sympa et pouvoir avoir des animaux dessus. Ça, c'est vraiment un rêve qu'on a. Quand je dis des animaux, c'est pas forcément des chats et des chiens, ce serait peut-être des chèvres, peut-être des cochons, selon le budget que l'on aurait à ce moment-là, peut-être des vaches, j'en sais rien. Mais tout ça, ça coûte de l'argent et pas dans le but de faire une ferme ou quoi que ce soit, mais dans le but de faire un refuge, donc de faire un accueil pour les animaux qui seraient rescapés d'abattoirs ou de mauvais traitements, ou qui par exemple auraient un handicap, ou ça ce serait vraiment notre rêve. Peut-être qu'on n'arrivera pas à le faire à ce point-là, peut-être qu'on aura juste quelques poules qui seront sorties d'un élevage, mais en tout cas ça fait partie de nos rêves. Il n'est pas forcément fixé, il n'est pas forcément on n'a pas une seule image en tête de ce rêve, il peut être adapté. Peut-être que ce sera simplement d'adopter de vieux chiens et
On sait pas, en tout cas on voudrait que notre avenir aille vers le fait de pouvoir accueillir des animaux en plus de ce que l'on fait au quotidien dans notre mode de vie pour les animaux. Et ce que j'aimerais également beaucoup, ce serait de pouvoir faire table d'hôtes et éventuellement maison d'hôtes. Tout ça, ça dépend de la taille de notre maison, ça dépend de la taille de notre projet, ça dépend de où on le fait. Pendant longtemps, on s'est dit que ce projet, on le ferait plutôt dans une région un peu perdue mais qui coûte du coup beaucoup moins cher. Et c'est vrai que depuis quelques temps, nous on adore quand même Marseille, on se dit que si un jour on arrivait à faire ce projet dans notre région, ce serait absolument merveilleux pour rester pas trop loin de nos proches, pour continuer à être dans cette région que l'on adore, dans la région dans laquelle on a tous les deux grandi. Mais c'est vrai que notre région, elle a un certain coût quand même, ça coûte quand même assez cher en PACA. Marseille, c'est pas là où les prix sont les plus élevés, mais tout de suite si on veut une maison, clairement les prix explosent. Et pareil aux alentours de Marseille, entre Marseille et Aix, si on part un peu ailleurs en PACA, ça coûte toujours assez cher. Après, des fois on peut trouver moins cher, mais ça reste quand même des projets qui nécessitent beaucoup d'argent. Et notre but, si un jour on arrive à faire une maison d'hôtes, c'est pas du tout de nous endetter au maximum et d'être obligé de travailler le maximum possible pour pouvoir rentabiliser le projet. Ce que l'on aimerait, c'est avoir le plus d'apport possible à ce moment-là, que cet apport soit en cash ou que l'on ait éventuellement besoin de vendre des biens pour récupérer cet argent, pour cet apport, ou alors utiliser la location de certains biens pour financer une partie de notre crédit, etc. En fait, notre but n'est pas le FIRE tel qu'on l'entend, le fait de vraiment ne plus travailler, c'est simplement le fait de travailler à notre rythme, et ça nécessite, en tout cas dans notre cas et par rapport à nos revenus, de faire des efforts aujourd'hui et de vivre sobrement, ce qui ne nous dérange absolument pas. J'en parle beaucoup sur ma chaîne des techniques qu'on met en place pour économiser beaucoup d'argent, des décisions qu'on a prises. Il y en a qui sont super faciles à mettre en place, il y en a qui sont moins faciles. Dans tous les cas, on a fait selon notre équilibre et selon ce qui nous convenait à nous. Ça ne conviendra pas forcément à tout le monde puisque chaque personne est différente. Fin 2022, il y a eu du changement dans notre budget puisque notre niveau de dépenses a plus que doublé. Donc ça veut pas dire que c'est de l'argent qu'on s'est mis à dépenser dans tout et n'importe quoi. C'est simplement qu'on a décidé d'investir pour un appartement plus grand avec un extérieur. Ce qui était important pour nous étant donné que notre projet de maison avec jardin, etc. c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour dans 2-3 ans, c'est pour dans encore quelques années, je ne sais pas exactement combien, ça dépendra de plein de choses, peut-être d'ailleurs que ça n'arrivera jamais parce qu'on peut jamais être à 100% sûr que les choses se produisent, mais en tout cas là nous avons investi dans un appartement et donc pour acheter cet appartement nous nous sommes endettés à 33% du taux, en tout cas des revenus qu'on nous a considérés à ce moment-là puisque tous mes revenus n'ont pas été pris en compte étant donné que je suis auto-entrepreneur, c'est pas forcément ce qui rassure le plus le banquier, mais en tout cas sur notre capacité d'emprunt à ce moment-là, on s'est endetté à 33%. Et le fait de changer de logement, le fait qu'il soit plus grand, ça a aussi changé certaines de nos charges puisqu'on a des charges en plus par rapport à nos charges de copro qui sont plus élevées, la taxe foncière est plus élevée aussi. Mais venir vivre ici présentait plein d'avantages. Je vous ai posté une visite guidée de notre appartement, si jamais ça vous intéresse, je vous la mets ici, si vous voulez la regarder après cette vidéo. Mais il y avait d'autres avantages que le fait de venir vivre ici, le fait qu'on ait plus d'espace, le fait qu'on ait un petit extérieur, qu'on ait un accès à la nature alors qu'on habite toujours à Marseille, le fait que maintenant on peut faire de la randonnée, etc. beaucoup plus facilement et que cette proximité avec la nature, elle était super importante pour nous. Il y a aussi le fait que ça protégeait aussi notre argent de l'inflation, puisqu'en 2022, il y a une inflation assez folle qui a commencé à arriver. Et on s'est dit que c'était dommage de garder cet argent uniquement sur livret, même si on avait déjà une grosse partie de notre patrimoine qui était investi dans la pierre, puisqu'on avait déjà acheté un appartement, même deux en réalité, puisqu'il y en a un petit aussi. J'ai une vidéo sur le sujet, si jamais ça vous intéresse, je ne vais pas tout redétailler ici, je vous la mets ici également. Dans tous les cas, je pense que je vous mettrai les liens en barre d'infos, ce sera plus facile à trouver aussi. Nous avons donc quitté notre ancien appartement qui était quand même l'un des piliers qui nous permettait d'économiser autant puisque l'on l'avait acheté cash et qu'on n'avait pas de loyer ou de crédit à payer du coup dessus et que finalement on avait juste à payer nos charges fixes et variables que tout le monde a et sur lesquelles on a finalement plus de pouvoir que sur le fait de faire varier son crédit immobilier ou son loyer. Et nos charges totales par mois passent donc de 800 € à 1800 € par mois, ce qui fait qu'elles ont plus que doublé. Du coup, où en sommes-nous 1 an et demi après que j'ai prononcé cet objectif sur YouTube? Déjà en 2022, on a gagné beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Ce qui a le plus varié, c'était ma part de revenus puisque je m'étais prévu 1500 € par mois et que j'ai gagné bien plus. Il y a des mois où j'ai largement triplé mes revenus. C'était pas forcément par rapport à des choses dont j'étais 100% responsable puisqu'il y a eu une part à un moment de vues qui sont venues en masse sur mes vidéos. C'était pas forcément des vues de personnes bienveillantes, mais malgré tout ça a rapporté beaucoup d'argent par rapport à la monétisation
monétisation et par rapport à plein d'autres choses. Donc voilà, il y a toujours du positif et du négatif qui vient avec des événements, mais en tout cas là il y avait eu ça. Il y avait eu le fait aussi que Didier a eu une augmentation qui a été, au moment où l'augmentation a été décidée, ça a mis plusieurs mois avant de lui être versé. Il y a eu une somme qui est arrivée d'un coup, puis après il a tout simplement gagné plus par mois. Donc chaque différence de quelques centaines d'euros, ça ajoute tout de suite, quand c'est cumulé à l'année, un peu plus d'argent. Au final, on a épargné 25 000 euros de plus que prévu, ce qui nous a permis d'avoir 57 000 euros épargnés en 2022, même s'ils ont été tout de suite presque réinvestis dans le bien que l'on a acheté pour notre apport, en plus de ce que l'on avait déjà. On avait même pas mal tapé dans nos épargnes de précaution, même si on avait moins tapé que les fois d'avant, donc on s'améliore sur ça, même si l'objectif ce serait vraiment de ne plus avoir à taper dans notre épargne de précaution. Donc déjà, par rapport à l'année 2022, si on compte uniquement ce que l'on a réussi à mettre de côté, on atteignait déjà la moitié de l'objectif, même si c'est pas parce qu'on a réussi à le faire à ce moment-là qu'on peut le refaire. Mes vues ont rebaissé depuis, bien évidemment, c'est pas resté. Quand il y a des buzz ou des choses comme ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ça ne reste pas forcément. Donc il faut savoir prendre du recul aussi et ne pas se dire que parce que ça s'est produit à un moment, ça se reproduira forcément. Mais en tout cas, sur l'année 2022, on avait atteint du coup 57% de l'objectif si on compte clairement ce qu'on avait mis de côté. En 2023, on se fixe donc nos objectifs. Pour moi, pour mon salaire, je me suis fixé 1 650 euros net après mes charges, après les impôts, etc. Il y a forcément des chances que ce soit plus, mais on préfère toujours prévoir un peu moins et plutôt que d'être déçu par rapport à ce qu'on a planifié. Ça a toujours été notre façon de faire. On a toujours une approche un peu pessimiste, non pas parce que on est défaitiste, mais parce qu'on ne veut pas être déçu et qu'on préfère que ça se passe mieux que ce qu'on avait prévu. Et pour les revenus de Didier, on table sur 2 200 euros puisqu'il a eu une augmentation par rapport à l'année dernière. On est sur 1 800 euros de dépenses par mois, donc ça nous fait normalement une épargne de 2 000 euros par mois, ce qui est bien sûr moins que ce qu'on avait en 2022, mais ce qui reste quand même assez conséquent, on va clairement pas s'en plaindre, et ça nous fait donc un objectif d'épargne de 12 000 euros pour les 6 premiers mois de 2023. Au final, plein de choses se sont passées vraiment différemment de ce que l'on avait pu prévoir. On avait oublié des choses. Il y a des choses qui se sont mieux passées que prévu, mais on a épargné exactement ce que l'on avait prévu puisque Didier a épargné 5 000 euros et que moi j'ai épargné 7 000 euros. Je vous en ai déjà parlé par rapport à notre épargne. On a chacun nos comptes. De toute façon, je vous expliquerai ça un petit peu après, mais on met tout en commun au moment où on achète un logement. À ces moments-là, on fait vraiment du 50-50 pour qu'en cas de séparation, aucun d'entre nous ne s'en sorte plus riche que l'autre ou moins riche que l'autre. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Chaque couple a son organisation. Nous, par le fait qu'on a déjà investi plusieurs fois dans l'immobilier, c'est la manière que l'on a choisie, même si au quotidien on fait du 50-50, puisque souvent mes prévisions de revenus sont plus basses que celles de Didier, parfois je gagne plus, et donc ce serait pas forcément équitable qu'il paye plus que moi. Enfin voilà, c'est l'organisation qu'on a trouvée. N'hésitez pas à trouver celle qui vous convient, voir ce qui n'appauvrit personne en fait. Il faut vraiment qu'aucun des deux ne soit lésé dans la relation. Du coup, sur ces 6 premiers mois, j'ai beaucoup plus gagné que ce que j'avais prévu, mais par contre on a eu aussi pas mal plus de dépenses, notamment par rapport aux meubles et à des choses qu'on a dû acheter pour l'appartement. Il y en a dont on avait clairement sous-estimé le budget. C'est pour ça que finalement, malgré le fait que j'ai plus gagné, on revient sur ce qu'on avait prévu en épargne. Si on a dû racheter nos meubles, c'est parce qu'on a laissé tous nos anciens meubles dans notre ancien appartement que l'on va louer en meublé, mais dans lequel pour l'instant on héberge une amie qui nous rembourse les charges. À mi-parcours, nous avons donc épargné techniquement 69 000 euros, soit un peu plus de 2/3 de l'objectif. Donc ça, c'est vraiment bien, même si c'est pas aussi simple que ça. Une grande partie de cet argent est partie dans l'apport de notre appartement, mais aussi dans les frais de notaire. Donc autant ce que l'on met dans l'apport de l'appartement, normalement si l'appartement ne perd pas de valeur, on le récupère d'une manière ou d'une autre, voire même on récupère beaucoup plus s'il y a une inflation et que le prix de l'immobilier augmente, etc. Par contre, c'est vrai que les frais de notaire, c'est de l'argent perdu. Pour le moment, ça se rentabilise en fait sur le long terme, mais si on calcule juste sur 1 an et demi, on a dépensé plus en frais de notaire que ce qu'on aurait payé pour se loger, même si on payait assez cher notre loyer, sur ces 1 an et demi. Du coup, en chiffres précis, c'est compliqué de se placer par rapport à l'objectif, puisqu'on a même moins d'argent aujourd'hui que ce qu'on avait au moment où on s'est fixé cet objectif. Mais pour autant, notre patrimoine global a largement augmenté par l'achat de l'appartement, par le fait que ce qu'on paye en charges supplémentaires aujourd'hui, il y en a quand même une bonne partie
partie qui va dans le remboursement du crédit. Donc bien sûr on perd de l'argent sur certains points, il y a l'assurance à payer, il y a les intérêts à rembourser, voilà, c'est pas que de l'argent qu'on met de côté, c'est pas comme si on faisait un virement de côté, mais les biens prennent actuellement de la valeur. Rien ne peut prédire comment ça agira dans l'avenir, mais en tout cas notre premier bien par exemple, celui qu'on avait acheté, l'appartement à 92 000 €, vaut quand même pas mal plus aujourd'hui que ce qu'on l'a payé, puisque les prix ont beaucoup augmenté, notamment sur les biens du centre-ville à Marseille, et notre bien se trouve au centre-ville. Notre patrimoine aujourd'hui, il est réparti entre plusieurs placements, on va dire. En première catégorie, et là où il y a la majorité de notre patrimoine finalement, même si une partie est en crédit, donc ne nous appartient pas pour l'instant, il appartient quand même beaucoup plus à la banque, mais petit à petit on le rembourse et la part qui nous appartient augmente. Et même si un bien n'est pas intégralement remboursé, il nous appartient quand même, donc si par exemple on veut le mettre en location, ça nous rapporterait quand même de l'argent par rapport à ce bien qui nous appartient. Mais je m'égare un peu, donc en patrimoine immobilier on va avoir nos 3 appartements. Nous avons le premier dans lequel nous avons vécu pendant 3 ans, nous avons le petit studio que nous avons à la montagne, qui n'est pas forcément un placement intéressant. On m'a souvent dit waouh c'est génial, tu dois pouvoir le louer, c'est super intéressant, etc. On cherche pas à le louer beaucoup, on le loue juste pour rentabiliser nos charges, et sinon c'est surtout nous et notre famille et parfois nos amis qui l'utilisent quand on va faire de la randonnée, quand on va faire des sports d'hiver, etc. Et ce deuxième appartement aussi semble avoir subi une bonne inflation, puisqu'au moment où on l'a acheté, les stations de ski étaient fermées, on l'a payé 31 500, et il y a quelques semaines quand on est retourné à la montagne, on a vu que vraiment les appartements, notamment même des appartements de notre résidence, avaient pris énormément en valeur, et qu'on était plutôt dans les 45 000, 50 000. Donc même si souvent les prix sont un peu gonflés parce qu'il y a une marge de négociation, il y a des chances que notre appartement est quand même bien pris en valeur, même si il n'est pas hyper rentable pour nous à l'année. On ne perd pas d'argent dessus, mais on n'en gagne pas non plus. C'est simplement pour ce qu'il nous apporte en qualité de vie qu'on l'a. Mais si un jour on a vraiment besoin d'un apport, par exemple, cet appartement pourrait être revendu. Et le troisième appartement, c'est celui dans lequel on habite aujourd'hui. C'est l'appartement qui nous amenait énormément en qualité de vie, qui nous permettait, moi ça me donnait plus d'espace pour travailler, etc. À l'extérieur, tout ce que je vous ai dit avant. Et ce qui est bien, c'est que le premier appartement, là on attend qu'il y ait des travaux, donc en attendant on dépanne une amie, ça nous fait un accord gagnant-gagnant. Nous ça fait que cet appartement ne nous coûte rien, elle fait de grosses économies, et au moment où les travaux seront faits, nous mettrons cet appartement en location. On verra comment on le louera. Il y a de fortes chances que ce soit mon ami qui nous le loue, puisque l'appartement lui convient, le loyer auquel on compte le mettre lui convient, puisqu'on va le louer à 600 €, ce qui n'est pas trop cher pour un appartement de 40 mètres carrés dans le centre de Marseille. Mais après on verra, sinon si jamais à ce moment-là elle change d'avis, si les travaux mettent plus longtemps ou je ne sais pas, s'il y a des choses qui changent, on verra pour passer par des associations pour voir, on aimerait le mettre avec un loyer plutôt modéré, avec des garanties d'association derrière, ça pourrait être intéressant pour nous. Je parlerai de tout ça plus tard, parce que ça correspondrait à plusieurs points importants pour nous, à la fois le fait de continuer d'être rentable sur ce bien, mais aussi de pas forcément contribuer à l'explosion des prix des loyers sur Marseille. Mais ça j'en parlerai plus tard parce que je pense que c'est intéressant de discuter sur ce sujet. Ensuite, en plus de ce patrimoine immobilier, on va avoir une partie bien moindre qui va représenter l'argent qu'on a en plus ou moins accessible, puisque on va avoir des livrets A, des LDD, on n'est pas éligible au LEP, donc le livret d'épargne populaire par rapport à nos revenus, qui est très intéressant si jamais vous êtes éligible pour le livret d'épargne populaire, c'est sous condition de revenus, enfin je sais plus exactement, mais allez voir sur le livret d'épargne populaire, il a vraiment un rendement très intéressant. Et le plafond, il me semble, vient juste d'être un petit peu augmenté. Enfin, ça peut vraiment être intéressant si vous voulez commencer à épargner quelque part et aussi avoir des rendements sur ce que vous mettez de côté, parce que c'est toujours très motivant d'avoir une petite somme en fin d'année. Je sais que les livrets, c'est énormément critiqué. Il y a plein de gens, quand je parle de mon épargne, qui me reprochent, qui me disent oui, mais c'est pas en mettant de l'argent sur ton livret A que tu deviendras riche, etc. Tout ton argent, tu le perds par rapport à l'inflation. Déjà, la majorité de notre argent avec Didier, il n'est pas du tout sur nos livrets, il n'est pas du tout en accessible. Bien sûr, on garde de l'argent sur nos livrets, notamment avec 3 biens, parce qu'il peut y avoir des travaux à payer, on a déjà eu le cas, parce qu'il peut y avoir plein de choses à payer en fait, et que c'est important d'avoir de l'argent disponible. Moi, je suis en auto-entrepreneur, je peux très bien avoir des variations de revenus. C'est important d'avoir de l'argent accessible aussi, même si c'est de l'argent
l'argent qui est placé sur un livret à 3% alors que l'inflation est à 6, à 7 et que mes bananes me coûtent 25% plus cher, bah en attendant cet argent j'y ai accès facilement. J'ai aussi un plan épargne logement, il n'a pas forcément un taux hyper intéressant, je l'ai ouvert, je mets le minimum dessus, c'est simplement parce que potentiellement à un moment bah, tous mes livrets seront remplis et à ce moment-là il faudra que j'épargne ailleurs puisque j'ai pas envie de tout réinvestir dans l'immobilier, dans la bourse ou ce genre de choses, donc je veux le garder en semi-accessible. Le PEL c'est pas hyper accessible, tu peux pas retirer 50 € comme ça dessus, mais en tout cas on peut le casser si on en a besoin, même si on perd potentiellement une partie des intérêts selon la durée depuis laquelle on l'a. Et on a ouvert un PEA récemment sur lequel on place une toute petite partie de notre épargne. Moi j'ai vraiment un profil très prudent, je n'aime pas spécialement les actions, les cryptos, les choses comme ça, mais sur le PEA j'ai mis vraiment une petite somme d'argent, une somme que je suis prête à perdre ou en tout cas à voir potentiellement diminuer, mais surtout une somme dont je n'ai pas besoin actuellement. Je ne mettrai pas la majorité de ce que j'épargne dessus, mais ça c'est par rapport à mon profil. Didier a un profil un petit peu moins prudent que le mien, mais ça après voilà c'est personnel. Moi c'est vrai que ça me va très bien d'investir de cette manière-là, de mettre de côté en immobilier. Mon goal c'est vraiment pas d'avoir des dividendes énormes qui me tombent dessus chaque mois, c'est surtout de ne pas avoir à m'inquiéter de payer mon loyer ou de devoir quitter mon logement, c'est surtout ça mes priorités, et de ne pas être obligée de trop travailler si je n'ai pas envie de trop travailler, même si aujourd'hui j'ai quand même un rythme de travail qui est assez élevé, même si on s'en rend pas forcément compte quand on regarde des contenus sur les réseaux sociaux, mais voilà par rapport à cette partie-là. Si l'on arrive un jour à acheter une maison avec un apport suffisamment conséquent, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le logement dans lequel on vit actuellement, on pourrait le mettre en location et donc ça couvrirait potentiellement une grosse partie du crédit, voire la totalité, voire un peu plus, ça dépend, puisque actuellement au niveau des locations dans notre quartier, si on regarde le prix au mètre carré, etc., auquel se louerait notre bien, on est sur à peu près 300 € de plus que ce que l'on paye en crédit. Après voilà, ça dépendra parce que forcément il peut y avoir de la vacance locative, il peut y avoir des frais, etc. Il y a forcément des choses à payer. Ce qui est facturé en loyer, c'est pas ce qui va directement dans sa poche. Donc bon, forcément ce sera pas exactement ça, mais ça fera toujours une partie qui pourra compenser le crédit de ce logement. Et également le premier, puisqu'on n'a pas du tout de crédit dessus, lui ça pourra être réinvesti totalement dans le crédit, donc ça pourrait nous diminuer fortement le ressenti de ce crédit pour notre future maison. Du coup, si on considère l'objectif qui était d'épargner 50 000 € en 1 an et demi, si on prend la durée totale de l'objectif et qu'on regarde où on en est aujourd'hui, si on parle en cash, il n'est pas rempli, mais à mes yeux cet objectif il est rempli puisqu'on a épargné autant qu'on pouvait, on a gardé un mode de vie qui restait assez sobre, même si on l'a augmenté par rapport au crédit, on n'a pas spécialement augmenté au niveau de nos dépenses, même si pendant un temps il y a eu les meubles, etc. Mais il nous fallait bien des meubles aussi, on a dû faire des choix par rapport à certaines choses. Mais à mes yeux l'objectif est rempli, la majorité de notre argent est quand même pas mal protégé de l'inflation en étant dans la pierre. On a de l'argent de côté, on a une épargne de sécurité, on n'a pas 50 000 € en cash, on en est même assez loin, mais en tout cas on a de quoi voir venir, donc pour moi l'objectif il est rempli. Et là on continue d'épargner et peut-être que je vous ferai, enfin c'est même sûr, je vous ferai un retour sur tout ça dans 1 an et demi, au bout des 3 ans, pour voir si on a rempli ou pas l'objectif. Si jamais on l'a pas rempli à ce moment-là, c'est pas grave non plus. On se fixe pas des objectifs stricts en se disant c'est ça ou rien, si on n'a pas réussi ça, tant pis, on arrête tout. C'est pas grave, on fait juste du mieux qu'on peut au fur et à mesure, et tout ce qui est bon à prendre, on le prend et ça nous va très bien. Aujourd'hui tout ça, ça nous est rendu possible par rapport au fait qu'on vit en fonction de nos besoins et donc bien en dessous de nos moyens. Pour autant, bien sûr, si on n'avait pas des revenus qui avaient été aussi élevés à certains moments, ou même globalement, on a la chance d'avoir des revenus vraiment confortables pour un couple sans enfants, j'en suis totalement consciente. J'espère vraiment que cette vidéo n'aura pas culpabilisé ou quoi que ce soit. On a tous des objectifs différents, des situations différentes. Dans notre cas, il y a certains choix qu'on a fait qui font que ça nécessite à nos yeux de faire des efforts sur certains points. Ça ne veut pas dire que vous devez faire les mêmes, vous avez forcément des objectifs différents aussi. En tout cas, ce que je vous recommande, peu importe ce que vous gagnez et ce que vous dépensez chaque mois, c'est d'avoir conscience de ça, en fait, de le mettre sur papier ou de le mettre sur un tableau Excel, de voir vos dépenses, de planifier vos imprévus et d'essayer de mettre un petit peu de côté, en tout cas si vous voulez constituer une épargne. Ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre de gros montants. Je sais que sur internet, forcément les vidéos qui marchent
marche le mieux. C'est celle où on parle de gros montants, donc on a souvent l'impression que tout le monde arrive à mettre beaucoup de côté. Rassurez-vous, ce n'est vraiment pas le cas. Si vous arrivez ne serait-ce qu'à mettre 10 € de côté par mois, c'est déjà un super début. Sur le long terme, ça représentera toujours une somme que vous serez content d'avoir à un moment dès qu'il faudra payer quelque chose, préparer un projet ou ce genre de choses. Même si c'est juste épargner aussi quelques euros par mois sur le compte de votre enfant, c'est déjà génial et c'est déjà super si vous mettez ça en place ou si vous y arrivez. Donc vraiment, ne vous comparez pas, ne vous découragez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de vous tenir au courant de la suite. Les prochains budgets qu'on verra sur la chaîne, ce ne sera pas les miens, mais en tout cas j'ai hâte de partager autour de ça, parce que je trouve que plus on parle d'argent, plus on casse les tabous, plus c'est facile en fait de pouvoir déceler les injustices aussi, de pouvoir en discuter et de pouvoir voir si on paye pas trop cher pour certaines choses, si peut-être on n'est pas mal payé par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve que c'est important de communiquer sur le sujet. Je comprends aussi que tout le monde ne soit pas ouvert à la communication sur ça, mais en tout cas j'espère que la vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer du contenu que je propose. Vous pouvez aussi mettre un like ou un commentaire, ça soutient énormément ma chaîne. On peut se retrouver sur Instagram où je poste quotidiennement en story, et j'ai aussi sorti des épisodes de podcast. Mon podcast, c'est aussi Mûres et Noisettes, c'est mon nom sur toutes les plateformes, en tout cas les plateformes où je suis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Bisous bisous.